voyez, on a un code de l'environnement actuellement, au sens large, qui doit être refondu complètement. Il nous faut un Bonaparte, je n'ai pas dit un Napoléon, mais il nous faut un Bonaparte qui nous fasse un code de l'environnement sur le mode du code civil et tout le reste. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Je remercie les membres de cette première table ronde. Alors, avant le repas, on enchaîne tout de suite sur la deuxième table ronde qui, elle, est consacrée aux bénéfices d'une haie en bon état écologique et aux conditions de sa gestion durable. En réalité, c'est des aspects qui ont déjà été largement abordés dans les témoignages qui ont été faits. Alors, j'appelle tout de suite pour cette deuxième table ronde Philippe Pointreau, qui sera le problématiseur de la table ronde. C'est lui qui va faire une intervention un petit peu formelle pour poser les choses sur ces aspects. Et puis ensuite, comme discutant de cette intervention, nous aurons Philippe Gruau, Jean-Marc Laloz, Alban Viau, David Roland, Loïc Holbed, Martin Guiton et Valérie Cornu. Je vous demande tous de venir vous répartir, encore comme tout à l'heure, entre ce pupitre et puis, alors là, il va falloir que vous bougiez. Vous allez laisser la place aux membres de la table ronde qui arrivent. Il y a un petit jeu de chaises musicales. La salle est comble pratiquement, donc voilà, il faut échanger vos places. Il y a des places qui se libèrent juste derrière vous. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde est en train de s'installer, c'est parfait. Allez-y, Philippe, on vous écoute. Bon, bonjour à tous et bonjour à tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc ça va être un peu pas une répétition. Je pense que on va passer la journée à recroiser les choses. Donc là, on est sur l'aspect bénéfice. Alors, moi, ce que j'ai longtemps appelé la multifonctionnalité des haies. Donc, on va faire un petit peu de sémantique. C'est vrai que la haie, on peut y mettre plein. La haie et le bocage, d'ailleurs, plein de vocabulaire. Il y a un mot aussi qui a été utilisé, c'est infrastructure agroécologique. Mais pourquoi ce mot-là? C'est que l'infrastructure, c'est ce qui tient la maison, quoi. Donc c'est pas anodin ce terme. Voilà, donc après j'insiste aussi sur le côté productif. Et à un moment donné, on a lâché le mot improductif. Enfin, la haie est vraiment le contraire de l'improductif. C'est vraiment tout ce qui est productif. Mais c'est vrai qu'avec une difficulté, c'est que, en règle générale, la majorité des services et des produits de la haie ne rentrent pas dans la comptabilité des exploitations agricoles. À part si on vend du bois plaquette, là il y aura de la TVA, il y aura de la vente. Mais en général, c'est plutôt des services rendus à l'agriculteur qui se traduit plutôt par une baisse des charges ou par une autoconsommation, que ce soit des plaquettes pour la litière qui va économiser de la paille ou pour l'énergie. Donc ça apparaît pas beaucoup. Voilà. Et moi, il y a un mot aussi qui me plaît bien, c'est le mot félicité, qui avait été utilisé par le Touring Club de France, qui avait fait tout un petit texte sur la haie. Et je pense que ça résume bien notamment l'intervention de Daniel Salmon tout au début. Voilà, donc déjà, Daniel Delahaye, Léo Magnien et Fabien Lagre ont déjà pas mal expliqué. Donc moi, je rajouterais juste quelques éléments, parce qu'en plus, il y a encore d'autres tables rondes qui vont parler de la biomasse, etc. Quelques petits points qui vont compléter, que j'espère vous pourrez retenir quand vous repartirez. Sur l'aspect donc biodiversité, donc c'est vrai qu'il y a le côté, je dirais, service rendu à l'exploitation. On a parlé de donc tout ce qui est contrôle biologique pour réguler les ravageurs. Donc un exemple, quoi, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travaux. Les premiers travaux remontent à 76. Il y a eu un énorme colloque à Rennes du CNRS et l'INRA, et 67, tout le monde je pense que la plupart du monde dans la salle ont déjà oublié ce colloque-là, mais il y a 2 gros pavés, je peux vous dire que tout est déjà écrit en 76. Quoi. Les travaux de Guyot, les travaux de Méraud, etc., tout est dedans. Et donc, il y avait tout un travail justement sur le maillage de la haie, les services rendus. Et donc, on comparait notamment des paysages avec un bocage et des paysages avec un maillage faible. Et en fait, globalement, si je prends un exemple qui est, par exemple, pour réguler les campagnols dans les systèmes d'élevage, on a en gros 2 fois plus de faucons cresserelles, mais on pourrait dire idem sur la chouette hulotte, la chouette effraie, la belette, le renard, etc., qui contrôlent ces ravageurs. 2 fois plus, et on a à peu près un couple de faucons cresserelles pour 100 hectares qui va manger durant l'année à peu près 2000 campagnols. Donc on voit bien là le service rendu, parce que si on ne régule pas trop les campagnols, c'est de l'herbe qui va être mangée, donc c'est de l'herbe en moins pour les vaches. Et voilà, donc en fait, c'est vouloir estimer, on a parlé de chercher à estimer ce que rapporte une haie, mais je pense que c'est cause perdue. Je veux dire, c'est impossible à calculer.
il y a tellement de services, il y a tellement de cas particuliers. Les services sont là, mais chercher à les estimer, je pense que c'est un peu cause perdue. Voilà. Donc, mais il y a aussi des services rendus à la société, quoi. Le maintien des espèces, que ce soit les oiseaux qui profitent à tous les promeneurs, etc. Ça, c'est un service rendu à la société qui doit éventuellement la rémunérer. Sur l'eau, il faut retenir une chose, on a parlé, Daniel Delahaye a vraiment bien exposé le rôle de la haie dans la régulation des flux d'eau et notamment l'infiltration. Une haie stocke en amont, ça c'est les travaux de Baumann qui datent aussi des années 80, entre 5 à 10 mètres cubes d'eau par mètre linéaire de haie. Donc c'est vrai que si on a une densité de 100 mètres de haie, on peut stocker entre 500 et 1000 mètres cubes d'eau par hectare, ce qui est quand même pas négligeable quand on voit les discussions actuelles et le changement climatique. Donc voilà un deuxième exemple à retenir, voilà, des données assez chiffrées. Et après, bien entendu, si vous retenez l'eau en amont, au niveau de la haie et aussi grâce aux prairies, il y a les deux facteurs, forcément, vous réduisez la lame de crue et donc les dégâts qu'on peut avoir et qu'on connaît bien dans certaines régions que ça cause. Après, sur le vent, ça a été dit par Fabien là, on est une haie, forcément, c'est là que c'est important aussi, on y reviendra tout à l'heure dans la gestion, on protège et on a un effet sur l'évapotranspiration jusqu'à 16 fois la hauteur de la haie. Donc c'est vrai que si votre haie, qui n'est pas une haie, fait 1 mètre de haut, forcément, vous n'allez pas protéger grand-chose. Voilà, je pense que voilà ce que je retiendrai, parce que je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses sur ces services écosystémiques. Alors, il y a aussi d'autres termes qui sont utilisés aujourd'hui à la mode. Bon, l'UICN parle de solutions fondées sur la nature. Voilà, donc ça n'existait pas dans le vocabulaire avant. Donc, en fait, la haie, elle fédère tous ces mots-là et elle est finalement très consensuelle. Le rôle aussi sur la pollinisation, on n'en a pas trop parlé. J'ai parlé des contrôles des ravageurs, mais la pollinisation, c'est aussi important. Des cultures comme le colza ou le tournesol. Si on supprime les pollinisateurs sauvages et domestiques, le rendement chute de 30 à 40 %. Voilà. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Alors, tous ces services-là... Non, c'est pas l'autre, c'est l'autre. Tous ces services écosystémiques ne fonctionnent que si, à 2 conditions majeures, et ça on l'a déjà bien vu jusqu'à maintenant, qu'on ait une maille bocagère suffisante et qu'on ait un bon état écologique de la haie, donc qu'on ait vraiment une gestion de la haie comme on gère aujourd'hui les forêts au travers du plan simple de gestion, quoi. Donc ça, c'est vraiment 2 conditions importantes et primordiales. Alors, hop. Donc, pour résumer un peu tout ce qui a été dit, donc forcément, quand vous avez un maillage très lâche, alors on a annoncé les surfaces tout à l'heure, on a parlé de 10 hectares, de 6 hectares, de 4 hectares. Donc c'est vrai que 6 hectares, ça serait la taille maximum pour bien faire, la taille moyenne, parce que les parcelles, elles sont forcément, on verra que plus elles sont allongées, meilleur c'est, parce qu'il y a une question de distance, pour notamment le contrôle biologique, de distance du milieu de la parcelle à la haie. En fait, il ne faudrait pas qu'on dépasse, pour bien faire, 75 mètres. 150 mètres serait le maximum. Sinon, on n'aura pas de régulation. Et cette régulation sert à réduire l'usage des insecticides. Et quand on dit qu'on ne veut pas réduire si on n'a pas de solution, là est bien une solution. Donc, il faut la mettre en œuvre, quoi. Voilà. Donc, en fait, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, les intervenants, notamment les travaux qu'ont réalisés les CUMA. Donc, c'est vrai que voilà, on est entre 4 et 6 hectares. Ça correspond à un linéaire de haie de 100 mètres par hectare. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, pas n'importe quelle haie, quoi. Forcément, ça veut dire des haies hautes, avec différentes strates, avec un oulet herbeux. Enfin, c'est ces haies-là qui ont une vraie fonction. Le fait d'avoir des arbres permet d'avoir des cavités. Donc, si vous avez des cavités, vous pouvez avoir des chouettes hulottes qui vont nicher. Si vous n'avez pas d'arbres, vous n'aurez pas de chouettes hulottes, donc vous n'aurez pas de régulation. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir ces 2 notions en tête. Donc la densité, on pourra revenir sur la définition de la haie, mais je pense que c'est déjà abordé, hein. Je rappelle que la haie est inventoriée au départ par l'IFN, l'inventaire forestier national, qui a été intégré à l'IGN. Il parlait de haies arborées. Il fallait au moins un arbre tous les 7 mètres. C'était la définition. Et tous les chiffres qui sont sortis avant qu'arrive le RPG, etc., c'était des données qui venaient
de l'IFN. Et ça, est-ce que c'est une définition qui répond aux souhaits de M. Chevassus-Louis? Non, disons que ça élimine dans cette définition-là les haies de 1 mètre sur 1 mètre, mais ça ne répond pas à ça. Alors, non, excusez-moi, toujours en mauvais sens. Dernière diapositive. Alors, donc ce qui est important, c'est... Ah, zut. Voilà, d'abord, certaines diapos, même déjà photos, ont été utilisées, quoi. Le fait qu'on a une raréfaction des haies aujourd'hui, ça vient bien entendu un peu, ça a été dit, de l'arrachage, hein, ça existe toujours malheureusement, mais aussi du mauvais entretien, quoi. Avec déjà des problèmes, on a eu la graffure de l'orme, que beaucoup ont oublié, hein, dans les années 80. L'orme représentait dans certaines régions un tiers des arbres du bocage, éliminés en totalité quasiment. Enfin, il reste maintenant des repousses, des taillis, mais pas des arbres. Maintenant, il y a la cale à rose sur le frêne, donc on a déjà à gérer ça. Après, donc, vous avez l'entretien à l'épareuse, où en fait, c'est vrai que ce type de haie ne sert quasiment pas à grand-chose, si ce n'est éventuellement et encore souvent, il y a une autre clôture à clôturer la parcelle. Et puis, les entretiens au lamier qui font qu'on n'a pas du tout cette productivité qu'on peut attendre de la haie et ses services qui rendent, quoi. D'où l'enjeu de mettre en place une gestion durable, comme on fait dans la forêt, donc quelque chose qui est pensé avec une stratégie d'évolution, parce que les haies que vous avez en haut, on peut très bien les refaire évoluer vers des haies potentiellement productives, en balivant les arbres de haut-jet, en élargissant la haie. Enfin voilà, il y a tout un tas de techniques, et ça, c'est vraiment le plan de gestion qui permet de le faire et qui peut être garanti par notamment le label haie. Et donc, vis-à-vis finalement de tous les utilisateurs, par exemple, on a des entreprises qu'on parlait tout à l'heure, finalement, ce label garantirait auprès du consommateur le fait que la haie est exploitée, mais elle rend tous ses services. Voilà un petit peu, en résumé, ce qui résume un peu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. L'important maintenant, c'est replanter, oui, mais surtout gérer l'existant, quoi. Ce qu'on a vu, j'ai noté cette diapositive, quand on plante des haies, on en perd quand même 25%. Donc si vous mettez 40 millions d'euros sur la plantation, vous êtes sûr d'en perdre déjà 10 millions d'euros, quoi. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, bien entendu, il faut planter et replanter, mais il faut surtout s'assurer que le bocage existant, on le remette sur les rails du 21e siècle. Le bocage, il a déjà traversé 1 ou 2 siècles. Mais en fait, l'objectif, c'est pas de s'arrêter en 2050. On a l'impression en ce moment que tout va s'arrêter en 2050, quoi. Qu'après, c'est l'inconnu total. Je veux dire, on est là sur la planète pour des siècles. Et l'arbre, il a ce pas de temps, quoi. C'est vrai qu'il est un petit peu compliqué, j'arrêterai là-dessus, c'est que l'arbre, ça vit 100 ans, quoi. Donc on n'est pas sur le plat de temps du prix du blé qui passe de 400 € la tonne à 100 € d'une année sur l'autre. Là, on est obligé d'avoir une stratégie à long terme, donc qui doit être sécurisée, accompagnée. Mais je vois qu'ici, il y a eu 2 entreprises, Olga et Beauvalet, qui montrent que les pouvoirs publics, les entreprises aujourd'hui sont prêts à accompagner. Donc je pense qu'on est bien parti et que, je terminerai là-dessus, on a une sorte d'alignement des planètes en ce moment, malgré la crise qu'on peut vivre ailleurs. On a qu'un alignement des planètes, hein. On a Pacte de la haie qui se décide, on a des entreprises motivées, on a un prix de l'énergie qui a monté, comme le prix de la paille, qui redonne de l'intérêt économique à la haie, les enjeux environnementaux, le changement climatique, on en a parlé. Tout ça fait que je pense que la haie, elle est aujourd'hui vraiment une réponse à tout un tas d'enjeux. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci. Bon, espérons qu'on saura tous profiter de cet alignement de planète. Alors, pour commencer les discussions, hein, après cet exposé introductif, je vais me tourner vers Philippe Gruau, puisque M. Pointreau évoquait justement les CUMA. Vous êtes président de la CUMA Seppeville en Mayenne. Et par ailleurs, vous avez participé, si on m'a bien renseigné, à la création du label haie. Donc c'est un peu aussi à ce titre-là qu'on va vous donner la parole face à cette complexité sur laquelle a terminé Philippe Pointreau de la gestion de l'arbre et de la haie. D'où est partie l'idée de construire ce label haie, hein, pour ce que vous en savez, et en quoi, pour vous, ce label, il permet effectivement de faire face à cette complexité, de guider des pratiques de gestion. Et vous, d'ailleurs, dans votre expérience personnelle, qu'est-ce que ça a changé éventuellement dans vos pratiques? Est-ce que vous pouvez illustrer ça? Et est-ce que ça vous paraît jouable, en fait, pour vos collègues agriculteurs? Je vais essayer d'être clair et dans la présentation de l'élaboration du label.
Alors moi, j'étais président, enfin je suis en phase de transition de la présidence de l'ACUMA, place aux jeunes, hein, comme j'ai vu, je ne sais plus tout à l'heure. Et en fait, l'ACUMA a été créée en 95. Je fais juste un petit rappel. Allez-y. J'étais comme Daniel Salmon, hein, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Et en 70, j'ai vu le remembrement, et 72, j'ai vu 3,5 km de haies abattues sur la ferme de mon père, j'avais 10 ans. Et donc, ça m'a peut-être marqué, je ne sais pas. En tout cas, l'ACUMA a été créée en 95. La PAC de 92 a une très forte incidence aussi sur les haies. On a parlé de celle de 2012, mais 92 aussi. Et donc, il y a eu 3 précurseurs en Mayenne qui ont été en Aveyron, qui ont été voir une petite déchiqueteuse manuelle. Et ils ont rapporté la déchiqueteuse. Ils ont installé 3 petites chaudières chez eux pour chauffer leur maison en 95. Et c'est là qu'a démarré l'ACUMA. Et avec 3 précurseurs. Moi, après, je suis rentré dans la CUMA pour d'autres aspects. On était une CUMA innovante, on est une CUMA départementale, donc ce n'est pas des CUMA locales où il y a le matériel de travail du sol, c'est des CUMA innovantes avec les déchiqueteuses aujourd'hui, déchiqueteuses, composteuses, on a fait des presses à huile, on a fait des désherbineuses, on a fait des choses un peu innovantes. Aujourd'hui, il nous reste, on a 2 donc après 2006, on a eu un gros palier, c'est le 2006, la déchiqueteuse à grappin, parce que ceux qui font du bois, eh bien, on sait que c'est dur, physiquement c'est dur, et donc il y a eu des déchiqueteuses à grappin, ça a permis l'évolution du bois déchiqueté. Et je rejoindrai mes collègues là, tout à l'heure qui parlaient de la gestion du bois, et nous on a fait des erreurs aussi. En 2000, dans les années 2000, on a fait passer de la miassie, donc Philippe, tu en parlais tout à l'heure, et c'était pas forcément... C'était la révolution dans les campagnes de faire passer de la miassie, hein. Les âmes n'avaient jamais vu de lamier, et donc... il y a eu des branches qui en sont tombées, qui n'avaient pas été coupées depuis plusieurs années, donc il y avait 100 reprises à l'époque. Mais bon, ça facilitait le travail. Voilà. Après, évidemment, la miassie a fait des émules dans certaines entreprises, sans doute à tort, mais voilà, on a essayé ça, on a arrêté. Après, 2006, les déchiqueteuses à grappin, donc une révolution pour nous. Après, on a travaillé en partenariat avec la SIC. La SIC s'est créée en 2008, donc vous en parlerez sans doute cet après-midi. Et donc, aujourd'hui, on a, la SIC en parlera mieux, on fournit à peu près une 40aine de chaudières collectives et il y a à peu près 200 chaudières individuelles en Mayenne, essentiellement chez les agriculteurs qui chauffent la maison, mais aussi... les laiteries, des élevages de veaux. Les agriculteurs chauffent les agriculteurs. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait Philippe, c'est l'auto-alimentation de bois sur la ferme. Et ça a une valeur aussi. Ça a une valeur, on ne la compte pas, cette valeur-là, mais moi, je me chauffe aussi au bois bûche. Et si j'avais compté les litres de fioul, j'ai économisé beaucoup de litres de fioul. Et donc après, en 2000, pour faire le label haie. Donc en 2016, il y a eu, on a été contacté par la SIC, par la FAC, la CUMA, on a été sollicité pour réfléchir à l'entretien durable des haies. Et c'est vrai que c'était un vaste sujet parce que moi, j'étais un peu comme mon collègue qui est parti là tout de suite, mais j'étais un peu, moi, conservateur du bocage. Je n'osais pas le toucher, comme j'en avais vu tellement tomber. Et donc, j'entretenais mon bocage pour faire mon bois de chauffage. Et donc, on a eu une réflexion entre 3 régions, la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire, enfin plus exactement les Côtes-d'Armor, l'Orne et la Mayenne. On était plusieurs dizaines d'agriculteurs, on a fait des réunions, on a été voir les bocages, les différents bocages, que ce soit les bocages de la Bretagne, les bocages de l'Orne et le bocage mayennais sont tous plus ou moins différents. Et on a essayé d'établir un cahier des charges, comment on pouvait entretenir ce bocage, qu'on pouvait établir des règles qui soient durables et qui puissent se transmettre sur tous les bocages. On a fait on a discuté, il y a eu des discussions, on n'était pas toujours d'accord sur tout, et voilà, on a trouvé un point d'accord. Et donc, en fait, le label haie, j'aurais tendance à dire, c'est assez facile. Il suffit de bien couper l'arbre. Ah bah, tant mieux. Oui, moi je le répète, il suffit de bien couper l'arbre, qu'il y ait une belle coupe. Belle reprise de coupe, si on fait venir des engins tels que les lamiers ou les grappins coupeurs, une belle reprise de coupe, notamment pour les émousses, parce que nous on a une zone à tétard, une belle reprise de coupe pour les cépées de châtaigniers, pour les noisetiers, une belle coupe au sol, et après on protège. Alors c'est peut-être le côté un peu plus fastidieux, il faut faire une clôture qui protège la haie, et puis après on va se coucher, et puis c'est bon, la haie repousse toute seule, et il n'y a rien à faire. Vous ne faites pas d'épareuse dessus, vous ne faites plus d'épareuse, plus de la miassie, et vous laissez pousser.
Et en fait, c'est vrai qu'on est confronté parfois à des haies qui sont mitoyennes avec soit des voisins, soit les départementales ou les départements et qui en passent encore des broyeurs. Décidément, ils doivent avoir les oreilles qui sifflent. Ouais. Ouais, on va le redire. On leur dit déjà en Mayenne, on leur dit déjà. Et donc pour moi, à titre personnel, qui touchait peu au bocage, pour moi, c'était une révolution, le label haie. J'ai dit, c'est génial. On peut entretenir la haie et la régénérer d'une manière sans la. Donc la révolution, c'était en fait l'apprentissage que ça vous a apporté sur la manière de la gérer et la simplicité en fait, qu'il y avait derrière. En fait, on a vraiment échangé entre agriculteurs. Hein. On a été appuyés par des techniciens de la fac, mais on a vraiment échangé entre nous. Et en fait, on s'est dit, bah oui, le bocage, il peut s'entretenir. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est de revoir les pousses l'année d'après. Quand vous faites une belle coupe, vous revoyez les pousses, et 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça fait 3 mètres de haut, 4 mètres de haut. Et vous dites, c'est génial, ça repousse tout seul et c'est passionnant. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, super intéressant. Alors, on a eu beaucoup de témoignages d'agriculteurs qui sont des gestionnaires directs et en même temps, on a beaucoup parlé des services rendus écologiques par la haie. Je vais me tourner maintenant vers des acteurs qui sont en fait à cette table ronde parce qu'ils portent en fait une demande sociétale vis-à-vis de ces enjeux écologiques apportés par la haie. Donc, il y a Jean-Marc Laloz de France Nature Environnement qui est devant moi, qui a déjà pris la parole tout à l'heure. Il y a Alban Viau, c'est bien vous, oui. Donc vous êtes de la LPO, vous êtes responsable du service expertise développement durable international et outre-mer au pôle protection de la nature de la LPO. Et puis enfin, il y a David Roland, voilà, qui est chargé de mission Habitat et Biodiversité à la Fédé départementale des chasseurs de Côte-d'Armor. Alors à tous les trois, en fait, je vous pose un petit peu 2 questions, puis vous prenez le bout, par le bout qui vous arrange. En quoi est-ce stratégique pour vos structures, pour les structures auxquelles vous êtes appartenez, de travailler sur la haie? En quoi c'est vraiment un objet important? Bon, vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure du côté de FNE. Et en tant qu'accompagnateur ou en tant que animateur auprès des agriculteurs, parce que vous restez pas dans vos précarés, vous êtes aux côtés des agriculteurs dans votre boulot. Bah, justement, dans ce travail d'interaction avec eux, quels sont les défis qu'il faut relever? On a déjà un petit peu évoqué la culture du propre, un certain nombre de blocages sociologiques ou psychologiques, pour reprendre des éléments qui ont été avancés dans les introductions tout à l'heure. Quelles sont les difficultés qu'il faut surmonter pour promouvoir cette préservation de la gestion durable de la haie sur laquelle vous êtes engagé? À votre sens, comment faut s'y prendre? C'est quoi les bonnes voies possibles, les bons arguments? Et à l'inverse, les arguments contre-productifs, peut-être, les risques, les dérives, voilà. Et en quoi, dans tout ça, le label haie permet bien d'emprunter les bonnes pistes, quoi. Qui veut commencer parmi vous trois? Allez-y. Merci. Donc, Alban Viau, LPO France, donc Ligue de protection des oiseaux. Énormément de choses ont été dites sur les aménités écologique et agronomique de la haie, donc je ne vais pas revenir dessus, ça a été très bien dit. Je vais faire un petit focus évidemment sur les aspects plus biodiversité, puisque la LPO œuvre depuis 1912 à la protection de la biodiversité, à commencer par la vie-faune, et j'insiste, et vous le disiez aussi, auprès des agriculteurs. Et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, parce que je pense que c'est très important dans le climat dans lequel on est. Vous avez 5 minutes, hein. Allez, 5 minutes. Allez droit au but. 5 minutes. La première chose, c'est qu'on constate qu'il y a une érosion de la biodiversité, évidemment, qui est très largement partagée. À commencer par la vie-faune. Il y a une étude du CNRS et l'Université de Montpellier de l'année dernière qui démontre qu'on a une perte très importante de la vie-faune en milieu agricole. C'est 20 millions d'oiseaux qui disparaissent par an en Europe depuis 40 ans. Un cumul de 800 millions d'oiseaux sur la durée de cette étude, ce qui est absolument colossal, plusieurs raisons qui expliquent ces chiffres-là, qui sont très, très alarmants. Évidemment, l'utilisation d'intrants chimiques, et pour ce qui nous intéresse aussi encore plus aujourd'hui, la disparition, le morcellement d'habitats, dont les haies. Les haies, pareil, il y a eu beaucoup de chiffres, donc je ne vais pas revenir dessus sur la disparition des haies. Voilà, 70% des haies qui ont disparu depuis 50 ans. Donc, évidemment, c'est un impact colossal sur la biodiversité, pas que les oiseaux. Et cette érosion de la biodiversité, elle est particulièrement vraie en milieu agricole, avec 60% des oiseaux qui ont disparu. Donc ça, ce sont des éléments un peu de contexte que je trouve extrêmement important de rappeler
Pour aller tout de suite sur les leviers, enfin en tout cas les points vraiment d'attention, je dirais que la première chose, et c'est la première chose qui me vient en tête parce que le climat local m'y fait penser, je suis assez sidéré par cette opposition dans les médias aujourd'hui entre écologistes et l'agriculture. Alors l'agriculture c'est très large, il y a une très grande variété de formes d'agriculture avec des exemples qui étaient tout à fait inspirants qu'on a pu entendre ce matin. Mais il faut bien comprendre que c'est le même combat en fait, entre écologistes et agriculteurs. La finalité, c'est la même. On veut des écosystèmes en bon état. On veut des systèmes qui soient productifs et qui regorgent de biodiversité. Alors, encore une fois, l'agriculture, c'est très large, mais c'est très diversifié, mais ce que je maintiens à dire, c'est qu'on a quand même des points de convergence sur lesquels on peut discuter. Et ça, c'est extrêmement important, puisque tout ça est très systémique. Et le Conseil pour le climat l'a rappelé là, dans un rapport très récent. Tout ça est systémique. Et sur l'agriculture qualifiée d'intensive, il y a vraiment une réflexion qui est à avoir avec tous les acteurs des filières associées à l'agriculture pour accompagner les agriculteurs. Deuxième élément, sur justement l'accompagnement, la LPO est présente dans 83 départements en France auprès des agriculteurs directement pour les accompagner dans leurs pratiques. Donc ça, c'est un élément très, très important puisqu'on a aussi une demande des agriculteurs. Donc on voit bien que sur le terrain, il y a vraiment une vraie synergie entre les attentes des uns et des autres. Autre élément extrêmement important, je pense que c'est pour moi l'élément le plus important, en tout cas le plus gros risque aujourd'hui que j'entends, c'est on parle d'objectifs de plantation de haies. Alors c'est une bonne chose, hein, bien sûr, mais avec un rendu net de 50 000 km de haies plantées voilà, d'ici la fin de la période en question, qui est à 2028, il me semble. Il y a plusieurs façons de faire ça. On pourrait très bien planter 100 000 km et en arracher 50 000. Ou on pourrait ne rien arracher et en planter 50 000. Les résultats sont diamétralement opposés. La priorité pour nous, c'est vraiment de conserver le bocage actuel. Ça prend 2-3 décennies pour une haie pour atteindre ces services écosystémiques dont on parle depuis tout à l'heure, comparables à une haie mature. Donc, arracher des haies pour en replanter derrière, ce n'est pas une bonne idée. Maintenir des haies et en planter de nouvelles, ça c'est une très bonne idée. Sur des points un peu plus à la marge, pour tenir les 5 minutes, merci. L'accompagnement économique des haies, donc ça a déjà été dit, mais je voudrais juste réinsister là-dessus. Voilà, très, très important. Alors, il y a un accompagnement des agriculteurs aussi à faire pour certains, pour réexpliquer tout ce qui a été dit ce matin sur les aménités agro-environnementales des haies. Mais il y a aussi l'accompagnement économique. Donc voilà, à travers la structuration de filières bois, énergie, bois d'œuvre, etc. Et l'aspect juridique aussi qui a été mentionné par certains collègues, dont le président de l'Humanité et Biodiversité. Très important, évidemment, l'aspect juridique. Les haies sont très, très peu protégées aujourd'hui. Et ça, c'est un point d'attention tout particulier. Et surtout, ne pas détricoter ce qui est déjà fait en termes de protection sur les haies aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Vous l'enchaînez ? Allez-y, je vous en prie. Ah oui, ou alors... Bien, merci d'abord à M. Salmon d'avoir invité FNE à ce colloque, parce qu'on a répondu sans hésitation qu'on serait présent. Et donc, FNE regroupe quelques centaines de milliers d'adhérents sur la France, puisque c'est la fédération de fédérations régionales et d'associations locales qui sont tous les pieds dans le terrain, sur le terrain, et en particulier en contact avec les agriculteurs. À titre personnel, j'ai été 25 ans vétérinaire dans la campagne, donc je connais un peu le sujet aussi, même si j'étais à côté. Mais c'est quand même un monde extraordinaire qui m'a toujours ravi au point de vue rapport humain et qui actuellement, on peut le comprendre, a des difficultés et l'environnement en fait partie. Voilà, quand on voit FNE, on travaille dans le cadre de l'état de droit, j'insiste, l'état de droit, hein, pour le bien commun. Et on n'est pas les seuls, mais ça c'est clairement notre cadre. Et on cherche à faire évoluer ce droit. Alors, je ne vais pas revenir sur le droit, j'ai déjà dit ce qu'on en pensait tout à l'heure, mais c'est très important. Et la question qui se pose, à notre avis, c'est actuellement,
on est tous dans la salle, je pense, plus ou moins des convaincus, c'est ce qu'on disait avec mon voisin. Mais comment faire casser ce plafond de verre? Parce que quand je disais que ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est extraordinaire, hein, les constats sont là, ils sont même montés au niveau de l'État. Mais après, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, ce n'est pas évident, parce qu'il y a on a l'impression que c'est ce plafond de verre. Et au niveau des associations, on sent les militants qui, quelque part, pour certains, sont épuisés, d'autres s'en vont, hein, et d'autres sont prêts à passer dans un activisme auquel on se refuse. C'est quand même un élément qui est important à prendre en cause, parce que quand la société crée des situations, eh bien, cette société, elle crée des miroirs. Je ne vous fais pas un détail, je vous laisse un peu, je pourrais vous donner l'explication de texte si vous voulez au repas, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, comment faire? Et je crois qu'une de nos voies au niveau FNE, c'est de dire qu'il faut revenir au niveau de la science, de la biologie. Parce que quand j'ai vu le titre du colloque, la haie, un outil, d'accord, mais c'est bien plus que ça. Pour nous, la haie, c'est du vivant. C'est vivant, une haie. C'est de la biodiversité végétale et de la biodiversité animale pour lequel elle est l'habitat et l'alimentation. Donc on est bien au-delà. Et on est plutôt, nous, dans la position de dire ce n'est pas la haie qui est dans l'exploitation agricole, mais aussi la haie qui est l'exploitation agricole qui est dans la haie. Et historiquement, c'est bien ça, puisque le bocage est issu du défrichement des forêts au Moyen-Âge et tout ça par les agriculteurs. Donc on passe dans une révolution copernicienne qu'on souhaite voir appliquer, c'est-à-dire mettre d'abord l'environnement comme socle de notre réflexion générale, à tous les niveaux. Et pour ça, au bon état écologique de la haie, bon, on l'a vu, la définition, ok, mais rappelez d'abord les qualités d'un écosystème, la haie en est un. Notre planète a des ressources limitées, donc des limites planétaires. Donc tout ce qu'on donne à l'un, ce ne sera plus disponible pour l'autre. Là aussi, on peut y passer 4 heures, mais j'ai 5 minutes. Chaque écosystème de la biosphère assemble 2 éléments. Le vivant, qui s'appelle aussi la biocénose, et le substrat, qui s'appelle le biotope, c'est-à-dire la roche, l'eau et l'air. Le vivant, et bien sûr, l'humanité fait partie du vivant, et toutes les composantes et espèces d'un écosystème sont interconnectées, interdépendantes, et elles définissent. Vous savez qu'un écosystème est défini par son biotope et son sol, évidemment. Un équilibre fragile en résulte. Et chaque écosystème fournit pour chaque espèce, et c'est le cas de la haie, le gîte et le couvert, toute atteinte à l'eau ou l'autre condamne l'espèce concernée. Vous supprimez un habitat ou de l'alimentation, quand on arrache une haie, on sépare les deux. Donc en particulier pour les oiseaux, c'est dramatique. Comme vous savez qu'il peut y avoir jusqu'à 40 couples nicheurs, toutes espèces confondues, je ne dis pas de bêtises, la LPO me conformera, sur 1 km de haie. Donc ce qui se passe, c'est que le bocage et la haie en particulier ont 4 fonctions fondamentales. La biodiversité et le puits de carbone. Et réfléchissez, le puits de carbone, c'est quoi? C'est les arbres, c'est le végétal. Mais ce végétal, c'est 80% de plantes à fleurs. Ces plantes à fleurs, elles ont besoin des pollinisateurs. Donc si on supprime les insectes, il y en a 75% en moins, on arrive vite à une catastrophe. Hein. Donc ça, c'est important. L'autre chose, c'est le régime des eaux et qualité, c'est-à-dire production et circulation des nutriments. Voilà. Et toutes les autres fonctions, on peut se dire, ben voilà, la haie, il faut faire ceci, il ne faut plus employer des paroses, mais s'il n'y a plus de haie, eh bien, ça va être clair. Toutes les autres fonctions utilitaires qu'on a pu discuter aujourd'hui, elles n'existeront plus. Hein. C'est clair que là, dans ce cas-là, tout est réglé. Or, le système hors sol vers lequel nous pousse actuellement le modèle agricole industriel va déraciner les gens dans les villes. Et j'étais très sensible aux arguments des représentants d'entreprises. Ils ont raison, ils cherchent un consommateur qui va être sensible au haies, au cadre. Mais est-ce que ce consommateur, il en sera encore capable d'être sensible à cet argument dans 10 ou 15 ans, quand il y aura eu 3 générations qui n'auront plus vu de haies et qu'on aura de la viande qui aura complètement invisibilisé l'élevage, de la viande cellulaire qui aura invisibilisé l'élevage pour les citadins, hein, et qui finira même par l'éliminer avec tous les trucs, et on aura donc tout l'accaparement des terres, c'est les risques majeurs et tout ça. Donc réfléchissons à ça. C'est vraiment un problème presque philosophique, mais c'est fondamental. Et les stratégies bocage, quel qu'elles soient le niveau où elles sont définies, doivent tenir compte de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. David Roland, c'est à vous, donc de la Fédération des chasseurs de Côte-d'Armor.
Je vous remercie. Donc effectivement, on remercie également Monsieur Salmon de nous avoir conviés à ce colloque qui est, dont l'objet est vraiment d'importance pour nous. Donc la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor, hein, donc association agréée au titre de la protection de l'environnement, aujourd'hui est missionnée par la région Bretagne pour déployer le label haie. Et on participait également à la vie de la fac agroforesterie. Donc pour nous, ce qui nous a motivés à travailler sur la haie, donc c'est historique, hein, ça fait plus de 40 ans que les fédérations de chasseurs travaillent sur cette question, eh bien en fait c'est un état de fait qui est la disparition de la ressource cynégétique, c'est-à-dire la disparition de toute la petite faune chassable, comme le lapin de Garenne, la tourterelle des bois, les perdrix grises, les grives. Donc ces espèces sont aujourd'hui menacées en Bretagne et c'est ce qui nous a incité à travailler là-dessus. Et je ne parle pas de toutes les espèces non chassables qui ont subi les mêmes effets. Donc on a compris qu'on ne pouvait pas en fait gérer des espèces sans gérer leurs habitats. Et il s'avère que chez nous, la haie, dans son environnement, est l'habitat de la plupart des espèces qui constituent l'essentiel de notre activité. Donc aujourd'hui, il y a deux grandes causes qui sont identifiées pour expliquer la disparition de la biodiversité en espace agricole. Donc la première, c'est la diminution de la proportion des éléments naturels et semi-naturels dans la matrice agricole, et donc la disparition des haies est forcément concernée. Et l'autre raison, c'est la fragmentation des habitats, c'est-à-dire des tâches d'habitat pour les espèces qui se réduisent et qui deviennent de plus en plus espacées et rendues inaccessibles quant à la capacité de dispersion des espèces. Et en fait, ceci n'assure plus en fait les échanges métapopulationnels. Donc quand donc ces deux raisons, il faut y répondre. Et alors autre point, quand on parle de chute de la biodiversité en espace agricole, de quelles espèces parle-t-on? Aujourd'hui, les espèces qui ont le plus souffert en fait on va dire l'intensification de l'agriculture, ce sont les espèces qui sont liées aux arbres ou à l'ambiance forestière. Donc des espèces qui recherchent en fait dans leur ambiance, dans leur milieu, dans leur cadre de vie, eh bien, plus d'ombrage, plus d'humidité, plus de fraîcheur. Et c'est aujourd'hui celles-ci qui sont menacées. Donc, en fait, la haie apporte de l'hétérogénéité et ce qui permet donc d'apporter de la diversité d'habitat et donc qui correspond forcément aux exigences écologiques de beaucoup d'espèces et qui nous permet d'apporter énormément de diversité dans nos habitats bocagers. Donc, je vais en citer quelques-unes, hein, mais la prime vert, la stellaire holostée, la jacinthe des bois, le campagnol roussâtre, la salamandre tachetée, le bouvreuil pivoine, le rouge-gorge ou encore le troglodyte mignon. Donc, autant d'espèces que la plupart d'entre nous connaissons, des espèces qui sont qualifiées d'ordinaires et qui aujourd'hui sont menacées de disparition dans plus de la moitié des espaces agricoles français. Donc l'intérêt en fait de nos haies, eh bien, c'est d'apporter cette diversité et qui va sur un espace très restreint en fait convenir à autant d'espèces qui vont être liées au milieu ouvert que d'espèces qui seront liées au milieu fermé. Et donc en fait la haie permet d'avoir un peu tous les gradients de milieu dans un espace très restreint. La qualité d'un paysage pour la biodiversité s'aborde aussi à toutes les échelles. C'est-à-dire que si on veut être efficace pour accueillir une forte biodiversité en espace agricole, en espace bocager, il faut intervenir à l'échelle de l'arbre, à l'échelle de la haie, mais aussi à l'échelle des paysages. Donc pendant 5 ans, on a porté un programme de recherche-action sur la biodiversité des haies avec Jacques Baudry de l'INRAE et Catherine Moret qui a rejoint la fac agroforesterie. Nous avons mis en évidence en fait à travers tous nos relevés les interactions entre les deux échelles, soit à l'échelle du paysage ou à l'échelle de la haie. C'est-à-dire qu'un paysage fonctionne à condition d'avoir en fait une haie en bon état écologique et inscrite dans un bocage, dans une maille, ce qu'on appelle à grain fin. Donc pour le gestionnaire, ça veut dire qu'il faut intervenir aux deux niveaux. Donc j'ai parlé de grain. Le grain bocager en fait correspond à une nouvelle unité de mesure qui permet d'apprécier les effets microclimatiques des arbres sur leur environnement. Qui était abordé par l'IGN, je crois, tout à l'heure. Tout à fait, et qui eux-mêmes conditionnent la distribution des espèces dans le paysage. Donc il prend en compte, en fait, ce grain bocager 3 paramètres, que sont la densité, donc on ne peut pas s'en affranchir, ce sont des mètres linéaires sur des unités de surface, la surface et la hauteur des éléments arborés sur la matrice agricole, et la forme des parcelles. Donc, puisque selon la forme des parcelles, les effets des arbres ne seront pas homogènes. Donc, juste pour information, donc la carte du grain bocager, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, sera produite par l'INRAE de Rennes et à l'échelle nationale et sera bientôt disponible en open data. Donc, l'intérêt d'avoir des haies en fait, dans le paysage, c'est que ça introduit la 3e dimension. C'est-à-dire que cette verticalité qui permet de démultiplier les habitats et la biodiversité associée.
C'est-à-dire quand on aborde la continuité écologique, souvent on ne visualise que la continuité horizontale, qui est certes essentielle, mais on oublie la continuité verticale. Donc ça a un petit peu été suggéré ce matin, mais il faut une continuité entre les étages de végétation. Il faut que certaines espèces puissent se déplacer du sol jusqu'à la cime des arbres avec une continuité parfaite d'éléments arborés. Donc c'est important, par exemple, pour des espèces comme le Puyo véloce, qui nichera plutôt dans les parties basses de la haie à condition qu'elle soit complètement exubérante et qui ira s'alimenter à la cime des arbres. Ce sera essentiel, par exemple, pour une couleuvre d'Esculape qui a la capacité de chasser des oiseaux, d'oisillons dans les arbres, mais à condition de pouvoir s'y appuyer pour y grimper, ou encore permettre à des araignées justement de pouvoir partir du sol et s'alimenter jusqu'à la cime des arbres, se laisser tomber pour recommencer. Donc cette continuité verticale dans les étages, avoir toutes les strates de végétation, ça a été suggéré, c'est essentiel. Il faut comprendre que la haie, en fait, c'est pas un bloc uniforme d'éléments ligneux. On pourrait la comparer à une armoire avec plein de tiroirs, en fait, différents compartiments correspondant à la niche écologique en fait de beaucoup d'espèces. Et il faut que chacun de ces tiroirs soit en bon état écologique pour que ça fonctionne, pour que tout l'écosystème fonctionne, puisque énormément d'espèces aussi interagissent entre elles. Donc il faut que ces tiroirs soient en bon état écologique. Le bon état écologique, j'accélère. Ça va le faire. Le bon état écologique, en fait, dépend réellement des modalités de gestion. C'est-à-dire qu'on a la main sur cet état et il faut en profiter. Donc il faut, en fait, la haie, il faut lui laisser la place et laisser aux arbres le temps de pousser. C'est essentiel. Philippe l'a évoqué tout à l'heure. D'autant qu'on a un cadre réglementaire. Aujourd'hui, la PAC permet de laisser de la largeur aux haies. Il faut savoir en profiter. Donc tous les critères qui caractérisent une haie de qualité en fait sont repris dans les indicateurs du label haie. Donc ce label qui permet en fait de reconnaître la gestion durable des haies au sein d'une exploitation agricole. Et ce label doit relever le défi. Donc en fait ce défi commun à tous les agriculteurs qui est de réapprendre à gérer les haies. Donc il faut que les gestionnaires se réapproprient les gestes perdus et acceptent des changements de physionomie. Il faut accepter que le paysage doit changer. Donc en fait, il faut former et encore former les gens qui gèrent. C'est essentiel. Donc accompagner les gestionnaires pour les aider à comprendre ce qu'est un bon état écologique et les modalités pour y parvenir. Donc il faut aussi des techniciens animateurs avec un haut niveau d'expertise pour pouvoir les accompagner. Et cela demande forcément à mobiliser des moyens pour avoir une animation territoriale de qualité. Donc pour conclure, je dirais qu'une haie en bon état écologique pour la biodiversité, c'est la même haie qui permettra de fournir d'autres services. Et une haie qui fonctionnera pour la biodiversité permettra aussi de stocker du carbone, de préserver la ressource hydraulique, de protéger des sols, de protéger un microclimat qui permettra des performances agroécologiques de systèmes, etc. Donc en somme, en fait, un bouquet de services environnementaux à reconsidérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'ai peur qu'on ne soit pas encore sorti de la schizophrénie avec laquelle Daniel Delahaye a introduit son propos tout à l'heure, parce que je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais il y a un sentiment de chaud et froid. On a des moments où c'est super, le label haie, en fait, c'est simple, il n'y a qu'à le faire, ça va bien marcher, on a plein de bonnes raisons de le faire. Et puis, en même temps, on a des représentants d'associations environnementales engagées sur le sujet qui font quand même des constats extrêmement alarmants. Ça continue de se dégrader et on est en train de perdre des choses qu'on pensait ne jamais perdre, comme le troglodyte mignon qui se retrouve à être menacé alors que c'est une espèce ordinaire. Voilà. Donc du coup, voilà, on tombe un peu de moments d'euphorie enthousiaste à des moments d'effroi. Alors derrière tout ça, je pense qu'il y a un thème récurrent qui apparaît quand même beaucoup, c'est l'importance, c'est la gestion. Le nombre de kilomètres linéaires de plantation nette, c'est pas du tout équivalent selon la manière dont on l'obtient, comme ça a été souligné. Il faut gérer avant de se dire il faut planter. Il faut gérer et gérer bien. Et derrière là, je pense qu'il y a une interpellation des pouvoirs publics, parce que tout le monde se dit finalement c'est eux qui ont les leviers, en principe, c'est ce qu'on espère en tout cas pour assurer ça. Donc je me tourne vers eux, qui sont aujourd'hui représentés d'une part par Loïc Aublet de l'OFB. Vous êtes à la direction générale déléguée police, connaissance, expertise à l'OFB, Office français de la biodiversité. Et puis Martin Guidon, vous êtes directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut réagir. Martin Guidon, allez-y. Je ne suis pas sûr que deux établissements publics de l'État représentent pleinement l'État. Et il y a aussi sans doute dans la salle des représentants du SGPE ou des deux grands ministères dont on a parlé à plusieurs reprises, le ministère de l'Agriculture, Catherine Dementière est intervenue tout à l'heure, ou le ministère de la Transition écologique. Pour autant, sur ces politiques environnementales
il y a effectivement de grands opérateurs. Alors, au premier chef, évidemment, l'Office français de la biodiversité, et puis les 6 agences de l'eau qui interviennent à la fois dans le domaine de l'eau et de la biodiversité, puisqu'on sait bien que ces 2 thématiques se rejoignent très vite. Notre métier principal, c'est quand même les sujets de l'eau. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'ailleurs la logique de bassin versant que la seule haie, parce que je ne suis pas sûr que les haies se retrouvent de la même façon, évidemment, sur tous les territoires métropolitains. Si le bassin Loire-Bretagne est très concerné par le sujet, la preuve, les témoignages qu'on a pu avoir. Alors, peut-être que le fait que l'organisateur soit breton a pu jouer, évidemment, sur le sujet, mais je crois qu'en effet, 60% de l'élevage français est dans le bassin Loire-Bretagne, et il y a un lien étroit entre le bocage et l'élevage. C'est d'ailleurs un des sujets de menace sur le bocage, c'est la disparition de l'élevage. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour préserver l'élevage français, qui est soumis à beaucoup d'attaques, alors même que c'est lui qui entretient aujourd'hui ces territoires de prairies et de bocage. Donc les agences, elles s'intéressent certes aux haies. D'ailleurs, après tous les plaidoyers qu'on a entendus, on serait mal placé pour ne pas le faire, mais également au talus, parce que ça a été cité. Il y a des territoires où le talus joue un rôle important. Je pense au Nord Finistère, par exemple, à la question des ripisylves, pour la protection aussi des cours d'eau, la question des sols, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, mais c'est évidemment essentiel pour la politique de l'eau. Les questions de surface en prairie, ça a été aussi évoqué dans certaines interventions. Le rôle des zones humides, si la haie a beaucoup régressé, les zones humides ont au moins régressé autant que la question des haies. Donc voilà, tous ces sujets-là qui nous intéressent dans des logiques de bassin versant, puisque le cycle de l'eau, il se construit sur le bassin versant lui-même. Premier point que je mets en avant. Deuxième point, c'est la question des territoires. Je ne crois pas à des politiques qu'on décide dans une logique descendante, et on voit bien les limites que ça peut avoir à certains moments. Certains territoires se rebellent contre ces orientations nationales ou de bassin. D'ailleurs, on peut avoir la même problématique entre Orléans, siège du bassin de Loire-Bretagne, et les territoires. Donc les agences ont construit, je vais parler au nom des agences de l'eau, des logiques d'abord territorialisées, et on travaille avec les acteurs des territoires, avec les collectivités, puisqu'elles ont un rôle majeur aussi sur ces politiques, pour construire des contrats territoriaux autour de la protection de la ressource en eau. Et on a progressivement, on est passé de contrats de rivière à des contrats de bassin versant, parce qu'on sait que ce qui va arriver dans le cours d'eau ou dans la nappe phréatique est évidemment le résultat de la circulation de l'eau sur le territoire. Et donc, il est essentiel pour nous d'agir à ce niveau-là, en s'adaptant aux spécificités des territoires. Le Clunisois, c'est pas les Côtes-d'Armor, et même les Côtes-d'Armor ne sont pas forcément comparables au Nord Finistère. Donc, il faut travailler localement. Et donc, on accompagne depuis longtemps les acteurs territoriaux, parce qu'il faut connaître, l'IGN l'a très bien dit, il faut d'abord connaître les territoires avant d'agir, et puis il faut aussi de l'animation, de la concertation, du conseil, et les agences de l'eau financent de la matière grise sur les territoires, qui quelquefois en manque un peu quand on est sur les territoires les plus ruraux. On manque de ressources pour ces actions, et donc il y a une vraie logique d'animation territoriale, de partage de pratiques, parce que je ne dis pas que toutes les interventions n'étaient pas intéressantes, mais je mets en avant les interventions des agriculteurs sur le terrain. Je pense que c'est essentiel que ces agriculteurs puissent témoigner auprès de leurs pairs, et notamment ceux qui sont un peu réticents, ou en tout cas non convaincus de l'intérêt de la haie. Je crois que rien ne remplace le partage de pratiques. Alors d'ailleurs, on utilisait en Bretagne la formule de regarder par-dessus la haie. Alors, je comprends que si on peut regarder par-dessus la haie, ce n'est pas vraiment une haie, mais pour autant, d'aller regarder derrière la haie, ce qu'on peut faire à travers la haie, si les arbres sont positionnés tous les 7 mètres, mais d'aller regarder effectivement ce qui se passe aussi chez ses voisins, ça m'apparaît absolument essentiel, et donc c'est ce qu'on accompagne aussi financièrement dans ces contrats territoriaux. Et puis, puisque vous m'interpellez, Monsieur Narcy, sur le sujet, évidemment, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. J'y reviendrai un peu sur cette question d'ailleurs en conclusion. Mais les agences ont aussi accompagné
des programmes, alors soit dans les contrats territoriaux des actions spécifiques autour de la haie, mais aussi des zones humides, etc. Je ne développe pas faute de temps. Et puis des programmes régionaux, et donc je veux citer évidemment ici le programme Bresse-Bocage qui existe depuis très très longtemps et qui a donné des résultats, même si on a du mal à compenser les disparitions de haies. Pour autant, la situation s'améliore assez nettement. Et puis en Pays de la Loire, le programme Ligère-Bocage, qui s'est sans doute un peu inspiré de son collègue breton. Mais après tout, pourquoi ne pas reproduire des choses qui marchent ? Enfin, les agences de loi accompagnent les mesures agro-environnementales et climatiques, avec évidemment l'Union européenne et le ministère de l'agriculture, mais elles deviennent des financeurs de plus en plus importants. Je suis obligé de vous préciser. Des mesures agro-environnementales. Je finis par les PSE, puisque ça a été, je ne sais plus, quelqu'un a cité tout à l'heure, les paiements pour services environnementaux, mais les agences de l'eau ont été amenées aussi à accompagner une expérimentation sur le sujet, dont on espère que les résultats seront repris au moment du mi-parcours de la PAC actuelle, puisque c'était bien l'objet d'une expérimentation pour faire aussi évoluer notre politique agricole commune. Je conclus sur le fait que moi je ne crois pas que tout soit une question de réglementation et d'aide. En France, on a souvent tendance à penser que pour agir, il faut réglementer, il faut faire une loi, il faut réglementer ou il faut aider pour accompagner les acteurs. Moi, je crois vraiment qu'il faut surtout informer, convaincre. Les agriculteurs préserveront les haies, développeront les haies quand ils seront vraiment convaincus que c'est réellement nécessaire pour leur propre adaptation, notamment aux questions du changement climatique. Voilà, et puis peut-être inviter à ce qu'on s'appuie plus sur les sciences sociales. Les sciences humaines, on en parlait tout à l'heure avec Vincent Hulin du SGPE. Je pense qu'on a une vision souvent un peu scientifique des choses, avec beaucoup d'arguments tout à fait cohérents, mais peut-être qu'on arrive à comprendre pourquoi il y a des freins, pourquoi il y a des blocages, et ça nous aidera peut-être à les débloquer. Merci. Loïc Obled, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup. J'avais prévu de dire plein de choses, mais elles ont déjà été dites. Alors je vais essayer de me concentrer sur les choses essentielles que pourra dire l'OFB. Juste un témoignage, l'OFB a 4 ans aujourd'hui, et quand on a essayé de créer une cohésion, une équipe, parce qu'on s'est créé quand même en une seule année, on a essayé de trouver un élément qui pouvait être fédérateur de tous les établissements qui constituent aujourd'hui l'OFB et de tous les acteurs qui sont présents à son conseil d'administration, des associations aux chasseurs, en passant par les agriculteurs, les pêcheurs, les administrations, pardon si j'en oublie. Et en fait, il y a un truc qu'on a imaginé, qui était très fédérateur, c'est de réfléchir à la haie. Et l'année 2020, finalement, qui était celle de la création de l'OFB, en interne, on a dit que c'était l'année de la haie. Et donc, on a travaillé sur la haie à travers chacune de nos missions. Et nos missions, il y en a 5 données par la loi, mais je simplifie en donnant 3. La connaissance, et donc la science, qui est quelque chose d'important, j'y reviens juste après. La mobilisation, et là, moi ici, je crois que sur la haie, c'est quelque chose de très important, de réinternaliser les externalités positives, et faire en sorte que chacun s'y retrouve. Et puis la police. Et du coup, je reviendrai un petit peu sur la police, puisque en plus, c'est d'actualité. Je ne reviens pas sur le fait que ça a été dit par mon voisin de droite, c'est pas possible aujourd'hui de se dire qu'on gardera les mêmes fonctionnalités écologiques et tout ce qui est apporté aussi pour ce qui concerne le climat, etc., juste en replantant des haies à due proportion de ce qu'on a enlevé. Les 2 ministres, quand ils ont inauguré les réflexions sur le pacte en faveur de la haie, ont bien dit que, en fait, la priorité, c'était évidemment de rattraper ce qui avait été perdu, mais c'était surtout de ne pas perdre ce qui existe encore. Et donc la haie, évidemment, c'est quelque chose qui est vivant. La haie, elle naît, elle meurt, mais pour porter toutes les fonctionnalités, pour arriver à maturité, elle a besoin de quelques années, voire quelques décennies. Et donc on a absolument besoin, et nous c'est notre conviction, et je pense que c'est une conviction assez partagée, de préserver les haies existantes, et puis d'accompagner tous ceux qui veulent bien faire. Alors, on entend parfois sur le terrain et partout, oui, mais en fait, ceux qui ont préservé des haies, finalement, sont peut-être les plus exposés à d'éventuelles sanctions d'intervention de police, parce que ceux qui les ont enlevés il y a 30, 40, 50 ans, finalement, ils n'ont plus de problème. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que du coup, on a un intérêt commun à rendre intéressante
économiquement, sociologiquement, et aussi pour le bien public, la haie. Je m'arrête là, mais c'est un vrai sujet de mobilisation sur lequel, si jamais il y a des questions, on peut revenir. Peut-être juste en matière de connaissances et de sciences, évidemment, il y a beaucoup d'autres acteurs que l'OFB qui travaillent sur le sujet. Le pacte en faveur de la haie demande à différents opérateurs de l'État et à d'autres acteurs qui sont ici de réfléchir à mieux suivre la haie. Parce que là, je ne sais pas si vous avez en tête que quand il a fallu essayer de dire combien de linéaires de haies avaient été arrachés, bon, en fait, ça a été très difficile parce qu'on a un peu d'infos là, un petit peu d'infos là, un petit peu d'infos ici, mais on n'avait pas forcément d'outils qui permettaient de tout additionner. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire 100 mètres de haies arrachées, si c'est 100 mètres de haies pas intéressantes, etc. Donc l'objectif, c'est de mieux suivre, et pour mieux suivre, donc l'INRAE, l'IGN et l'OFB, avec les partenaires, essayent de réfléchir à comment on peut avoir un observatoire. L'observatoire de la haie va essayer d'innover en ayant des techniques de suivi qui pourront avoir recours à de la photo aérienne, etc., mais aussi à tout ce qui est fait aujourd'hui sur le terrain par l'ensemble des partenaires. Donc il faudra imaginer un système dans lequel on puisse insérer ce que chacun suit sur le terrain, et qu'on puisse aussi suivre les linéaires, parce que derrière, si on veut savoir si on atteint les bons chiffres annoncés en plantation, et si on veut surtout ne pas dégrader ce qui existe, il faut qu'on arrive à suivre avec des outils fiables. Donc ça va du terrain jusqu'au satellite, en partant par la photo aérienne, etc. Et la difficulté, c'est que cet observatoire, il faudra qu'il nous dise quels sont les linéaires qui existent ou qu'est-ce qui disparaît, mais aussi quelle est la qualité qu'il y a derrière. Et ça, c'est très compliqué, parce que comment caractériser dans quelques lignes l'ensemble des fonctionnalités écologiques et puis tout ce qu'il y a derrière dans des territoires qui sont différents. Voilà sur la science, je m'arrête là, ça a été un peu abordé, mais en tout cas c'est une vraie attention des pouvoirs publics, ça je peux en témoigner, et de l'opérateur de l'État que nous sommes avec d'autres partenaires, que d'assurer le suivi. La deuxième chose, c'est il y a un truc qu'on n'a pas réussi collectivement quand même s'il y a énormément d'acteurs qui s'y mettent, c'est la prise de conscience de l'ensemble des externalités positives. Ça c'est ce que je disais. Donc il y a beaucoup de collègues qui font de l'animation sur le terrain, il y a beaucoup la profession agricole le fait, mais on constate qu'en fait on n'arrive pas à faire intégrer dans une logique économique l'ensemble de ces bienfaits que représente la haie. Donc en matière de mobilisation de la société et des acteurs, très modestement, on a produit un vadémécum sur la haie que je vous invite à consulter. C'est dans la collection Comprendre pour agir, c'est ça ? Dans la collection Comprendre pour agir, qui essaye de dire comment on fait pour mieux connaître, comment on fait pour mieux préserver et protéger. Quels sont, mais ça a été déjà largement évoqué, quels sont les bons conseils en matière de gestion et d'entretien, quelles sont les conditions de réussite de la plantation, comment on valorise, etc. Donc ça a déjà été dit, mais je vends mon petit fascicule. Très bien. Et puis la dernière chose, pardon, si vous me permettez, allez-y. parce que peut-être que c'est pas forcément beaucoup d'intervenants qui pourront le dire, les contrôles. Alors, je suis entièrement d'accord avec Martin. La règle seule ne peut pas grand-chose. Et d'ailleurs, elle est finalement un dernier recours parce qu'elle intervient dans le cas où on n'a pas réussi à emporter la conviction et à transformer la contrainte en opportunité. Bon, mais ça a été dit tout à l'heure, la haie, elle n'a pas forcément de statut juridique clair. Elle a diverses protections qui sont pas forcément partout les mêmes. Et finalement, il y a un truc un peu bizarre qui est que la meilleure protection d'un habitat, enfin en tout cas de la haie, elle intervient par des mesures de police judiciaire pour destruction d'espèces protégées. Et là, on a un vrai sujet, alors que personne ne prenne mal, mais presque de dévoiement d'une procédure pour préserver une haie. C'est-à-dire que pour préserver la haie, finalement, la seule chose qu'on a en matière de police, c'est les procédures pour destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées. Et ça génère des tensions, notamment parfois avec le monde agricole, qui se dit tiens, j'ai une réglementation PAC, j'ai d'autres choses, et puis j'avais pas forcément en tête que la réglementation environnementale, par ailleurs, dans ma haie, je pouvais avoir des espèces protégées, etc. Et comme on a de plus en plus de données, comme on a de plus en plus de prise de conscience de l'importance de la haie, évidemment, on a de plus en plus de procédures.
Donc il y a quelque chose de paradoxal. C'est très très bien d'avoir cette prise de conscience et d'avoir de plus en plus d'alertes sur la destruction d'habitats et d'espèces protégées. Mais en même temps, ça génère des tensions parce qu'il y a d'autres outils et cette réglementation environnementale, on le voit en ce moment, hein, elle n'est pas forcément appréhendée parce qu'on ne l'a pas forcément toujours bien expliqué au monde agricole, mais je pourrais parler aussi d'autres choses. Et donc, il y a quelque chose qui est compliqué parce que n'ayant pas de statut de la haie ou n'ayant pas de normes qui la protègent, on ne peut pas forcément faire facilement ce qu'on fait dans d'autres cas, c'est-à-dire appliquer la logique éviter, réduire, compenser. Donc déclarer une modification du linéaire et anticiper des fonctionnalités pour replanter ou pour éviter. Donc il y a un vrai enjeu sur la cinétique, hein, puisqu'on est en train de perdre à une vitesse incroyable des linéaires et donc des fonctionnalités écologiques. Et donc on pourrait se dire, mais il suffit de rétablir l'équilibre. Donc oui, rétablissons l'équilibre en imaginant des plantations, mais ça se fait, et Martin le disait, à différentes échelles. Parce qu'il y a l'échelle de l'exploitation, il y a l'échelle d'un ville ou d'un village, il y a l'échelle d'un bassin versant, et il y a l'échelle nationale. Voilà pour faire très rapide ce petit témoignage sur les trois missions. Merci beaucoup pour cette... Alors, on a abordé donc la question de la réglementation. On a vu que ça faisait d'ailleurs un petit peu débat. La question des aides, en particulier à travers les figures des agences de l'eau. Et puis, Martin Guiton y a insisté, il y a l'animation de terrain, il y a la conviction. Et c'est pour ça qu'on a gardé pour la fin Valérie Cornu. Vous êtes coordinatrice d'un contrat territorial, le contrat territorial de Colmont, en Mayenne. Pardon ? La Colmont, qu'est-ce que j'ai dit ? Le contrat territorial de la Colmont, donc au syndicat d'eau du Nord-Ouest mayennais. Et en fait, la question qu'on veut vous poser, c'est en fait vous portez un PSE, hein, le PSE qui était évoqué par Martin Guiton dans son intervention, et comment en fait il a été construit, en quoi il répond bien à votre politique d'animation du territoire, et finalement quel est l'accompagnement que ça vous permet de mettre en place auprès de ces agriculteurs, puisque apparemment c'est un aspect crucial qui est entre la réglementation et les aides, il y a la présence auprès des agriculteurs, leur engagement dans des outils contractuels comme celui-là. D'accord, je me lance alors. Allez-y. Donc juste en préalable, vraiment vous remercier pour me donner l'occasion de témoigner du travail qui est fait par les agriculteurs, donc de communes très rurales, mais aussi par les élus du syndicat d'eau. Voilà. Et mon intervention, c'est bien un témoignage de l'évolution d'une politique territoriale en faveur de la préservation de la ressource. C'est bien un témoignage, donc je vais remonter un petit peu dans le temps. En préalable, poser le contexte. En fait, on est sur une aire d'alimentation de captage, un captage prioritaire au titre des nitrates, ça c'est historique. Mais plus récemment, des problématiques en termes de matière en suspension et phosphore particulaire. Donc territoire rural nord-ouest mayennais, aux portes de la Normandie, aux portes de la Bretagne. Donc géographiquement, 11 500 hectares, 140 exploitations agricoles, polyculture, élevage. Et chez nous, jusqu'à présent, c'est l'élevage et le lait. Donc un syndicat d'eau qui historiquement a pris conscience de la nécessité de préserver sa ressource, donc il s'est investi historiquement sur ce territoire-là par différentes actions agricoles. Des agriculteurs qui vraiment répondent présents, qui jouent le jeu. En gros, on a sur nos 140 agriculteurs, on a à peu près une centaine qui sont dans des actions collectives. Voilà. Et puis ça, on le fait aussi grâce à aux structures de conseil agricole, qu'elles soient d'ordre chambre d'agriculture ou coopération agricole. Donc on travaille vraiment avec tous ces acteurs-là. Voilà, par contre, jusqu'avant la fin des années 2010, donc assez récemment, on était vraiment dans l'agricolo-agricole. On parlait de pratiques agronomiques à la parcelle, de porosité, enfin vraiment une approche agronomique. Alors j'ai moi-même une formation d'agronome, donc peut-être que ça a joué. Et on aborde aussi la question du système d'exploitation. Mais en fait, en ce qui concerne le sujet de la journée, la haie, je dois l'avouer, pas grand-chose jusqu'à le PSE, qui est arrivé à point nommé. Donc en fait, concrètement, ce qu'on faisait, alors on ne parlait même pas de réunion technique au pied de la haie, là on parlait plus de balade au pied de la haie, pour faire, va avoir un petit peu de monde. On parlait plutôt de l'exploitation sous l'angle embellissement du siège d'exploitation. On trouvait tous les prétextes pour faire venir les agriculteurs à regarder différemment leur bocage. On a aussi fait des prestations extérieures, donc j'en ai cité, mais on a travaillé aussi avec les chambres d'agriculture, le CPE, MNE, Mayenne Nature Environnement, mais de façon très très ponctuelle.
Et puis on a, comme ça a beaucoup été cité, accompagné le montage de dossiers financiers. Là, alors pour l'aide à la plantation stricte. Alors il faut quand même, on l'apprécier, hein, on l'apprécie encore, c'est l'investissement du département de la Mayenne dans ces aides à la plantation. Mais quand on arrivait à tout ça, alors bien sûr en termes de nitrate, heureusement au bout d'un certain nombre d'années, on a sensiblement descendu, en moyenne on est passé de 45 à 37. Mais on a toujours ces problèmes de matière en suspension et de phosphore particulière. Et là, en fait, on s'est aperçu qu'il faut sortir de l'exploitation et retrouver ce qu'on avait peut-être un petit peu oublié en tant qu'agronome, la notion de bassin versant et de territoire. Donc là, on arrive fin des années 2010. On a été interpellé avec donc les collaborateurs dans les agences de l'eau départementales pour tester ce nouveau dispositif préfiguré d'un PSE. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais c'est aussi l'occasion peut-être de changer de braquet, de passer à autre chose et de parler enfin vraiment de bocage. Donc c'est vrai que la collectivité s'en est saisie, mais fidèle à la façon d'aborder les problématiques sur le territoire, à ce que veulent les agriculteurs, on est systématiquement dans la co-construction. Donc on s'en est saisi à la condition, enfin je dis ça comme ça, mais à la condition d'impliquer vraiment tous les acteurs concernés. Alors d'abord les élus. Alors c'est vrai que les élus, il fallait qu'ils se rendent compte déjà du rôle de la haie sur la circulation de l'eau et donc la qualité d'eau au niveau des pompes d'exor, enfin, de notre usine. Donc ils prennent conscience de ça, mais aussi qu'ils prennent compte de leurs responsabilités puisqu'ils allaient être gestionnaires de fonds publics. Ils allaient devoir les redistribuer aux agriculteurs en contrepartie de services effectivement rendus. Donc ça, rien de mieux je vois Emmanuel ici parce qu'il était sur le terrain, rien de mieux qu'une sortie sur le terrain. Donc on a emmené les élus au pied d'une haie pour qu'ils mesurent bien ce dans quoi ils s'engageaient et surtout ce qu'on allait demander aux agriculteurs. Parce que ça a été dit, alors même si le label est tout à fait accessible, ça demande quand même un autre regard de l'agriculteur et un peu de temps. Donc voilà, donc dans la foulée, les élus ont délibéré. Deuxième acteurs, les incontournables, ce sont les agriculteurs. Ça va aussi illustrer ce qui a été dit, c'est qu'il y avait bien sûr des aides à la plantation et on avait des reproches d'agriculteurs qui nous ont dit c'est bien, mais les aides vont toujours à ceux qui ont planté, enfin ceux qui plantent, mais qui souvent par le passé ont beaucoup, je veux dire, déplanté, on va dire ça comme ça. Voilà, mais et nous, en tant qu'agriculteurs qui avons gardé notre bocage historique, on ne se sent pas valorisé. Valoriser, ce n'est pas forcément financièrement, c'est en termes d'image aussi. Voilà. Donc, alors, on connaît un peu notre public agricole entre ces demandes un petit peu informelles et le fait de s'engager, de signer au bas de la page un contrat sur 5 ans. Il peut y avoir une marche. Donc là, alors c'était très, très simple. On a envoyé un simple courrier à nos agriculteurs, les 140. En une semaine, on a 25 pré-engagements pour une volumétrie normalement de l'agence de l'eau de 20 dossiers. Donc là, on était rassurés. Puis ça a été évoqué aussi. Alors moi, j'associe vraiment à cette démarche-là le côté technique. C'est-à-dire, c'est bien de dire on va faire un PSE, on va le faire sur la haie. Mais alors, qu'est-ce qu'on met dedans ? Première chose, comment on construit cette échelle de rémunération, puisqu'on parle bien de rémunération, pour l'agriculteur, qui soit cohérente et suffisamment incitative. Donc là, tout de suite, alors c'est des acteurs qu'on ne connaissait pas, et c'est une de mes conclusions, c'est que ça nous a permis de rencontrer des tas d'acteurs autour de la haie. Donc la FAC se sont déplacés sur notre territoire nord-ouest mayennais, nous ont proposé une méthodologie qu'on a appliquée, et donc on est arrivé à construire cette échelle de rémunération qui en gros est basée sur la valeur médiane de la haie du territoire. Chez nous, c'est 95 mètres linéaires. On estime que c'est tout à fait honorable. Et donc, qui donne une note de 5 sur 10 avec une rémunération derrière de 33 € l'hectare. Voilà. Et après, possibilité à l'agriculteur de progresser, alors soit en plantant, voilà, soit en franchissant une marche dans le label. Et c'est là où on met vraiment en avant les pratiques de gestion durable. Donc ça, cette construction-là, donc on l'a fait avec les acteurs, les gens compétents, hein, j'ai envie de dire. Et puis deuxième chose, c'était, une fois que cette échelle de graduation est faite, comment est-ce qu'on allait voir que le service environnemental était rendu. Et là, on a découvert, je vous l'avoue, on a découvert le label haie. Et en tant que collectivité, on dit c'est hyper confortable parce que tout est cadré. Il y a un cahier des charges pour les agriculteurs qui est connu à l'avance, donc ça c'est hyper important. Donc vous l'avez découvert en cours de route? On l'a découvert complètement en cours de route. Hein. Et pourtant, Emmanuel est à 15 km du territoire. Bon, il nous en avait parlé un petit peu, mais vraiment découvert, mais au sens profond, dans le détail.
Donc voilà, donc on était serein par rapport à ça, puisqu'il y avait ce label-là, des règles qui étaient connues, et surtout un audit extérieur, Certis. Voilà. Donc voilà, alors vous parliez de comment est-ce que ça répond à notre politique territoriale de l'eau. Effectivement, le fait de redécouvrir pour tous les acteurs locaux que les haies sont un incontournable dans la circulation et donc dans l'épuration de l'eau. Donc ça a été important. Et dans le PSE, donc je voulais insister sur 2 points. Il y a cette notion de PSE, et il y a quelque chose que j'ai peut-être pas entendu ce matin, c'est ce qu'on attend sur le territoire, c'est qu'on nous accorde une confiance. Accorder la confiance aux acteurs du territoire, aux agriculteurs, en leur disant on vous fait confiance, prenez-vous en main, proposez-nous quelque chose. Et ça, le PSE le permet, et c'est vraiment très apprécié. C'est pas descendant. C'est de moins en moins descendant, mais là, c'est vraiment les agriculteurs. Il y a ce côté-là, et puis il y a l'aspect, symboliquement, et pas seulement symboliquement, il reconnaît ceux qu'on pas arraché, justement. Voilà, il y a ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait, alors le PSE, c'est un outil qui est utilisé aussi pour d'autres pratiques agronomiques. En ce qui concerne, alors c'est un choix assumé, certains diront par facilité, mais alors nous, on l'assume totalement, c'est qu'on a fait un PSE que sur la haie. C'est-à-dire qu'on estime que la haie mérite qu'à un moment, on fasse des réunions en agriculteurs, on ne parle que de la haie et pas de combien tu as fait de tonnes de matière sèche de maïs et comment vont tes vaches. Voilà. On parle que de la haie, donc ça a vraiment bien fonctionné. Alors après, par contre, effectivement, il ne faut pas occulter tout l'investissement et tous les outils d'accompagnement qu'il a fallu mettre en place. Donc l'accompagnement technique, et donc on avait des prestations extérieures, et Emmanuel, je te cite beaucoup, j'en suis désolée, mais tu dois plaider pour ça, c'est que la capacité de la collectivité à être autonome. Donc ça a été vraiment un booster pour tout simplement embaucher une personne compétente, un technicien bocage et érosion. Donc ça, c'est une force pour le territoire, et ça rassure les agriculteurs parce qu'ils savent où est son bureau, il est juste à côté. Donc vraiment cet accompagnement technique-là. Après, aussi, le territoire s'appuie vraiment sur les dynamiques de groupe. Donc le choix pour porter le label, ça a été de créer une organisation collective de gestion, c'est-à-dire que c'est bien la collectivité qui porte le label, donc qui en assure le management, et les agriculteurs sont membres, donc c'est tout le groupe qui est auditionné. Donc il y a un échantillon qui est pris, et en fait, ils sont représentatifs du groupe. Donc comme disent certains, il vaut mieux que vous marchiez droit entre guillemets. Donc c'est une saine émulation. Et puis, voilà, un accompagnement administratif, puisque effectivement, il y a des fonds publics, on l'entend, il y a des... voilà, on se doit aussi de rendre compte de l'efficacité de ces fonds publics-là. Donc, notre rôle en tant que animateur, c'est de soulager autant que possible l'agriculteur d'aller renseigner sur un outil qui est forcément pertinent, mais qui ne parle pas à l'agriculteur, des indicateurs. Donc, on se dit, l'agriculteur, il fait son travail. Alors, il est associé à ces indicateurs-là, mais ce n'est pas lui qui va faire les déclarations. Voilà. Donc on est là aussi pour soulager ça. J'ai beaucoup de mal à vous couper parce que ce que vous racontez est très riche, mais il faut vraiment qu'on arrive au bout. Là. Donc je conclus. Donc pour le PSE, vous avez c'est un peu caricatural, mais il y avait avant le PSE, on bricolait un petit peu autour de la haie. Maintenant, on estime qu'on a changé de braquet. C'est-à-dire que voilà, on a acquis des compétences techniques, des nouveaux partenariats, des personnes très intéressantes que je ne connaissais pas. Puis ce qui est important aussi, c'est au niveau de la collectivité, comme c'est une expérience plutôt positive, c'est que pour nous, c'est un point d'appui pour aller vers développer une vraie stratégie en faveur de bocage. On a parlé du PLUI, il existait. Là, on a accepté le principe de reviser notre PLUI pour vraiment protéger les haies. Donc voilà, donc c'est vraiment un booster. Voilà, j'aurais pas d'autre chose à dire. Juste peut-être quand même, je me permets, parce que c'était hier soir, alors il y a l'optimisme et la réalité, le réalisme. Donc hier soir, nous avions une réunion agriculteur, comme on en a un groupe agricole. Donc c'est animé, là, c'est autour du pâturage, mais plutôt pâturage, vraiment valoriser la vache, pâturage par un cabinet d'études PâturSens. Donc à l'ordre du jour, on a pu faire venir quelqu'un de la SIC de l'Orne dont j'ai mangé le nom. Et on avait le public qui buvait ses paroles. Il a redit de façon très simple tout ce qui a été dit au niveau du label haie. Et ce qui était encourageant, c'est qu'on avait plus d'une trentaine de personnes. Et la remarque qui a été faite par certains, c'est dans la salle, plus de la moitié ont entre 25 et 35 ans. Et ça, c'est hyper positif. Donc je voulais finir sur ça. Très bien. Merci beaucoup.
Alors, de un quart d'heure de retard à 20 minutes maintenant, une demi-heure, on a un petit peu glissé, mais on a tous très faim, j'imagine, mais ça vaut quand même le coup de prendre quelques minutes, je pense, pour réagir, pour vous permettre de réagir sur ces exposés nombreux. Donc voilà, on prend un train de questions, quelques-unes, pas énormément, mais on va les prendre, et donc les membres de la table ronde pourraient répondre. Monsieur. Bonjour. Merci pour toutes ces présentations. Donc, présentez-vous. Oui, Émile Simondon. Je travaille chez Pure Projet, une entreprise française qui fait du développement de projets agroforestiers. Je voudrais juste revenir sur... c'est plus un témoignage par rapport à quelque chose qui a été dit. J'entends beaucoup, il faut protéger avant de planter. J'aimerais juste revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous, on a un projet en Espagne qui a été fermé depuis 2 ans parce que les agriculteurs ne peuvent plus planter parce qu'il ne pleut plus. Aujourd'hui, les ambitions de neutralité à 2050, ce n'est pas juste de réduire nos émissions qui vont nous permettre d'atteindre ça, c'est de les réduire, de protéger nos puits actuels et de les augmenter. Donc si on ne veut pas être rattrapé par la réalité, oui, il faut protéger, c'est conserver nos puits actuels, mais il ne faut pas attendre 10 ans pour planter. Parce que sinon, on n'atteindra pas cette neutralité à 2050, on n'atteindra pas les accords de Paris, même si déjà on n'y croit plus trop. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les abandonner. Donc juste un petit rappel là-dessus. Un témoignage, c'est une réalité de terrain. Vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs en Pyrénées-Orientales qui arrachent leurs vergers, qui arrachent leurs vignes, qui arrachent leurs oliviers parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Voilà. Est-ce qu'on veut attendre qu'on soit dans une situation où on n'arrive plus à planter, ou alors on utilise l'eau d'abord pour boire et pour se nourrir avant d'avoir commencé à se retrousser les manches. Donc, voilà. Il faut tout faire. Mais il ne faut pas le faire. Ce n'est pas une hiérarchie des priorités. Les deux sont prioritaires. Et donc oui, ça va coûter de l'argent, mais il faut faire les deux. Ok. Voilà. Alors, juste avant vous, monsieur, il y a juste derrière, voilà, allez-y. Oui, bonjour. Lucas Vernico, coordinateur d'une toute jeune association qui s'appelle Terre Syntropique, qui vise au déploiement de l'agriculture syntropique en climat tempéré. Je voulais intervenir sur l'aspect plantation et poser une question sur le label haie. Parce que moi, je viens beaucoup du terrain, j'ai pas mal circulé dans de nombreuses pépinières et je vois la différence de production entre certaines pépinières, des gros pépiniéristes où les plants sortent de la pépinière et c'est implantable. Enfin, si on veut que la haie survive, perdure dans le temps et s'adapte aux dérèglements climatiques, on plante ce linéaire de haie là, dans 4-5 ans, il est mort, avec beaucoup de phénomènes de chignonnage autour des plants et j'en passe. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur la qualité de la production initiale aussi des plants qui sont plantés et de leur implantation? Pour rappel aussi, un arbre qui est planté à 3-4 ans d'âge, ça limite grandement sa qualité d'implantation racinaire, etc. Donc est-ce que ça c'est intégré ou pas dans le label haie et dans les politiques qui sont associées? Et c'était quoi la deuxième? Ouais, voilà. C'est une question pour le label haie, puis plus largement pour tous les acteurs de la haie, parce que planter 50 000 km de haies, c'est chouette, mais faut-il encore qu'ils durent dans le temps et que ces arbres vivent dans le temps? Monsieur, juste devant. Oui, donc Jean-Paul Davot, toujours pour Perche Avenir Environnement et le GRAP. Donc je voulais souligner sur l'aspect juridique, le gouvernement a utilisé un intérêt public majeur dans le cadre de la loi accélération production énergie renouvelable en 2023. Et je crois que c'est un bon principe qui serait à mettre en avant pour simplifier effectivement les législations, parce que par exemple dans le Perche, il y a 21 législations applicables. Ça a été réduit, enfin bon, ça s'est simplifié. Mais simplifier, ça ne veut pas dire non plus disparition, parce que le rôle des associations environnementales, les APNE, aujourd'hui, il est strictement encadré et l'intérêt pour agir, il est pratiquement nul. Il faut se regrouper dans des associations comme le GRAP ou FNE pour agir, parce qu'on n'a pas suffisamment de force pour agir. Et puis, il y a aussi l'aspect financier, bien sûr. Et il y a aussi l'aspect gestion du personnel, parce qu'on est tous un petit peu des hérons cendrés, vous voyez ce que je veux dire. Et il n'y a pas de génération derrière de 25 à 30 ans qui arrive. Il n'y en a aucune. Et moi, par exemple, j'ai dû reprendre un flambeau d'une association qui allait disparaître dans le Perche, et c'était un peu dommage. Donc cette notion juridique, c'est importante. Il faudrait la faire redescendre, et il faut que les gens agissent. L'important, c'est l'action. Et notre président de la République nous a vanté l'efficacité et l'effectivité, et ces deux termes doivent rentrer en application. Le droit, c'est pas tout, je suis d'accord, ça mène à tout à condition de sortir, comme on dit, mais il faut derrière qu'on ait des partenaires qui veulent agir, parce qu'il y en a qui n'agissent pas, et c'est ça, c'est tout le problème de la motivation dans l'action. Okay, donc deuxième fois de la journée, on voit l'effectivité du droit, qui est le dossier important. Alors il y avait une question précise sur est-ce qu'il y a dans le label haie
quelque chose qui renvoie à la qualité des plans. Qui veut répondre? Il se renvoie la patate. Catherine Moret, donc qui va intervenir cet après-midi, mais qui interviendra maintenant. Intervenir sur le labellé cet après-midi, mais pour vous donner plus le contenu, donc je vais donner quelques éléments. Donc le labellé, c'est pas un label sur la plantation. C'était un label qui a été conçu pour prendre en charge la gestion, la question de la gestion. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait d'une haie après qu'on l'ait plantée. Ça a très bien été présenté. Voilà, planter c'est une chose, mais comment on fait pour la gérer? Donc le cahier des charges du labellé, il est sur la gestion, y compris des jeunes plantations. Et sur la question de la plantation elle-même, il y a d'autres outils. Déjà le cahier des charges de plantation de toutes les politiques publiques, il faut qu'il soit bien écrit. Et ensuite il y a d'autres labels sur la qualité des plants, donc certifiés. Donc nous en portons auprès de l'OFB qui est végétal local, qui, même au-delà de la qualité des plants, prend la question de l'origine génétique des plants pour qu'ils soient mieux adaptés aux problématiques climatiques. Donc voilà, donc, on différencie bien les choses. Le label est pour la gestion et d'autres outils pour la plantation. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière intervention. Tu veux intervenir, Baptiste, avant? Ok. Allez-y. Oui, bonjour, je suis Carole Lebéchec, j'interviendrai aussi tout à l'heure pour la région Bretagne. Mais il y a un sujet qui me taraude énormément, c'est on a beaucoup de connaissances sur la haie, sur ses avantages, sur la multifonctionnalité, et on a l'impression qu'en parallèle, ça infuse pas au niveau des formations agricoles. On n'a pas parlé de ça. Il y a les formations initiales, il y a les formations continues, il y a les BPRERA, il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que quel est votre sentiment? Est-ce que ça progresse ou pas? Parce que c'est essentiel. Alors, qui veut réagir là-dessus? Mettez votre micro. Que ce soit FNE ou les associations locales qui en font partie, si à chaque fois qu'on peut placer le problème fondamental de la formation des futurs agriculteurs, des élus aussi. En Mayenne, moi j'ai l'exemple, on a proposé ça depuis la création du collectif Bocage au département, avec l'appui de MNE, de FNE et tout ça. On nous a dit oui, c'est très bien, mais on attend toujours la première proposition pour aller faire une présentation, au moins expliquer à des profs et tout ça. Le coût de la progression du rendement au milieu de la pâture, là, c'est Soltner 72, l'arbre et la haie, c'est hyper connu. Mais on se demande pourquoi ça ne fait pas partie intégrante du programme. À ce moment-là, c'est un autre sujet, hein, les programmes de l'éducation ou de l'éducation nationale. Voilà, là, c'est l'éducation agricole en quelque sorte. Mais c'est un problème de fond, c'est un problème clé fondamental au départ. C'est ce que, vous avez dit tout à l'heure que j'étais un peu affolant. Moi, je vous rappelle qu'en l'espèce, il ne s'agit ni de religion, ni d'obsession, ni de Cassandre, ni de régression, mais de construire, inventer, créer une autre voie écologique, économique et sociétale sans s'en contenter de retarder une échéance mortifère. Puisse ce collègue y participer, c'était ma conclusion, alors j'en profite. Vous avez réussi à glisser votre conclusion. Je vais dire, moi, la formation agricole, c'est vrai qu'on a un peu perdu, même déjà quand j'ai fait ma formation agricole, on étudiait le Soltner, mais les sols, on avait oublié le Soltner de la haie. Mais nous, en Mayenne, notamment avec la SIC, la SIC fait beaucoup de pieds de haie. Et ça, c'est une formation, comme tu l'as dit tout à l'heure, Valérie. Et on fait des pieds de haie, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour valoriser les pratiques et mettre en concret ce que promeut le label haie, et le mettre au concret, et voir avec la tronçonneuse dans les mains, même s'il faut, et pour montrer aux agriculteurs comment on peut pratiquer le label haie. Et il n'y a rien de tel, et puis aller comparer avec des pratiques chez des dégradantes. Et là, les gens voient la différence et voient qu'il y a possibilité de faire simple et mieux. Merci. Alors, il y a une dernière main levée. En tout cas, c'est la dernière que je prends, parce que sinon, on va mourir de faim. Bonjour, Marie-France Ducion. Alors, je suis conseillère municipale en Île-de-France, mais je viens de quitter très récemment l'inspection de l'enseignement agricole. Donc, c'était pour répondre à madame concernant la formation. Je vais témoigner sur une filière que j'ai pilotée, mais je pense qu'on peut élargir ensuite aux autres filières. Moi, j'ai travaillé sur la filière aménagement du paysage, et nous étions en plus en association avec la forêt et la gestion des espaces naturels. Donc, c'était un groupe de filières, et en tout cas, je peux témoigner que sur ces 3 dernières années, avant que je prenne ma retraite, nous avons rénové nos diplômes Bac Pro BTS en aménagement paysager. Et une des thématiques très très importantes sur laquelle nous avons essayé
d'introduire ou de réintroduire tous les éléments de formation portés sur la haie, la gestion de la haie, etc. Même si en jardin et paysage, on peut avoir des conceptions de haies qui sont un peu différentes, puisqu'on est sur des espaces publics ou des espaces et des jardins particuliers. Enfin, les espaces publics, et j'ai entendu parler notamment des bords de route, etc., ça concerne quand même des grands espaces, des collectivités, mais également les terrains de l'État. Donc voilà, et je sais que mes collègues des autres filières et autres spécialités, que ce soit élevage, etc., réintroduisent assez fortement dans les référentiels de diplôme ces questions autour des haies et des services agrosystémiques et écologiques qui sont portés par ces installations. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, nous voilà arrivés au bout de la matinée. Je suis désolé. Vraiment, là, il faut qu'on arrête parce que je pense que on est au bout de nos possibilités physiologiques. Il faut qu'on aille manger. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Salmon, qui va nous expliquer comment va se passer le repas, on me dit de vous informer que vous pouvez laisser vos affaires dans la salle. Voilà, c'est sécurisé. Et je vous propose qu'on se retrouve dans cette salle à 14h15. On se prend un petit peu de marge. Merci bien. Bon, et je ne vais pas faire la conclusion parce que sinon Jean-Claude Tissot m'en voudrait. Et puis on n'a pas le temps et on a un petit peu faim. Clairement, donc on a un peu de temps devant nous. D'ailleurs, ce moment de repas est un moment aussi de convivialité et aussi d'échange. Donc on va en profiter. Ça passe dans la salle René Coty. Donc il faudra sortir sur la droite. Il y a un escalier. Et quand vous serez arrivé au niveau supérieur, il y a une porte à droite, mais je pense qu'il y aura un gros flux, donc on ne va pas se perdre. Le traiteur, 2 mots sur le traiteur. C'est un traiteur qui vient d'une ferme qui est dans la Seine-et-Marne, qui s'appelle la ferme de Combreux, que j'ai découvert lors d'une sortie avec Terre de Liens il y a environ 2 mois. Il y a un projet tout à fait intéressant sur cette ferme. Je vais pas le décrire longuement ici, mais simplement c'est un ensemble plutôt de jeunes personnes qui se sont retrouvées là avec de l'élevage, des céréales également, un maraîcher qui est installé, il y a également, si je ne dis pas de bêtises, un boulanger, quelqu'un lancé en horticulture, et ce traiteur qui utilise que des produits bio et à 90% qui viennent donc de cette ferme de Cambreux. Donc voilà, je pense que nous allons pouvoir déguster et savoir, quand on sait d'où vient la nourriture, on l'apprécie encore bien davantage. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre là-haut. Merci.